Donc, je vais vous les représenter. Ils vont vous expliquer un petit peu leur parcours et après, on pourra débattre de tout ça. On gardera vraiment une part de discussion à la fin parce qu'on souhaite avec Olivier que ce soit très participatif, que vous puissiez poser vos questions avant d'aborder dans un second temps donc, la question de la viticulture. Alors, comment on va s'installer? Installe-toi là. Maxime va se mettre là et je vais me mettre sur le côté. Vas-y, prends l'énergie. Donc, merci à vous quatre d'être avec nous cet après-midi. Alors, je vais commencer par présenter Caroline très brièvement pour que tu nous parles aussi de ton parcours. Tu es restauratrice en Normandie, dans la région de Saint-Lô. Restauratrice jusqu'à il y a peu parce que tu as vendu ton restaurant, ça s'appelait Le Goût Sauvage. Tout à l'heure, Caroline vous proposera un atelier à 18h sur la terrasse des Gens de Garonne pour qu'on aborde aussi de manière pratico-pratique ces questions de cuisine. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, comment tu es venue à devenir restauratrice? Et quand on parle de comment bien se nourrir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Voilà, donc bonjour. Donc mon parcours... Donc j'ai 39 ans, j'ai créé mon restaurant donc que je n'ai plus mais depuis peu. Je vous raconterai pourquoi après. Je l'ai créé donc il y a 6 ans. Avant ça, j'ai toujours été, on va dire, dans la nourriture, pour employer un mot un peu neutre. Cela dit, j'ai pas fait des études qui m'auraient conduit naturellement vers ce domaine, puisque j'ai fait HEC, pour ne pas la nommer. Et ce en quoi je ne regrette rien, ça m'a aidé à piloter mon restaurant parce que c'était aussi une entreprise. Et Maxime, quand il parle de son activité, je trouve qu'on se rejoint un petit peu sur la vision d'un métier qui en fait n'est pas que cuisiner. J'ai envie de dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Donc j'ai fait une école de commerce. Assez rapidement, par contre, très vite j'ai su que j'allais faire un métier de passion et j'étais effectivement passionnée de cuisine. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par des histoires de gourmandise, des histoires d'argent de poche dépensé dans des restaurants chinois. À l'époque, j'habitais en région parisienne. Bon, ensuite, j'ai monté une toute petite, une micro-entreprise où je cuisinais quasiment chez moi, enfin dans un espèce de labo improvisé qui en fait était rien d'autre que ma cuisine, ce qu'on pourrait appeler de la nourriture de ménage, des soupes, des quiches, ce genre de choses, que je commercialisais sur les marchés de la région. Donc voilà, il y avait un côté assez laborieux, mais très présent. Enfin voilà, très présent. J'étais très présente avec mes clients, puisque je passais du temps à leur vendre ce que je cuisinais. Au fur et à mesure des années qui passent et de la pratique qui se poursuit, et puis avec les rencontres, avec le mariage, etc., j'ai développé ce que je pourrais appeler une sorte de conscience environnementale, une sensibilité écologique assez forte, du fait aussi que j'aille m'installer en Normandie, que j'habite dans un environnement rural, moi qui étais née en région parisienne, qui avait connu Paris que j'adore d'ailleurs. Bon voilà, donc tout ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pas commencé dès le début à travailler en bio et de façon aussi rigoureuse que j'ai pu le faire ces dernières années, mais j'ai depuis donc maintenant plus de 20 ans essayé de construire, une façon de se nourrir, de penser une façon de se nourrir qui soit en accord avec mes valeurs. Et donc, dans un premier temps, ça s'est fait, j'ai envie de dire, à titre personnel, chez moi, dans ma maison, ensuite avec mes enfants. Et puis, évidemment, le projet s'est précisé de créer un restaurant qui satisferait ces exigences, sachant que ça sera une surprise, enfin, c'est une surprise pour personne que de m'entendre dire que dans la restauration commerciale, on mange quand même beaucoup de saloperies, pour rester poli. Donc bon, ensuite, j'ai travaillé je suis partie un peu au Maroc pour une mission pour de la restauration. Quand je suis revenue en France, j'ai passé un CAP de cuisine. Donc je suis retournée sur les bancs de l'école, une école assez particulière, bien différente de celle que j'avais connue. C'était une façon pour moi de m'émanciper,
la cuisine, c'est un milieu quand même très fermé, et quand on est autodidacte, et en plus qu'on a fait une grande école de commerce, on vous regarde d'un œil un peu bizarre. Donc c'était une façon d'acquérir un peu de légitimité, et surtout de pouvoir ensuite être plus libre, puisque je connaissais les choses de l'intérieur et que je savais faire les fameux fonds blancs et autres. Choses totalement, que plein de personnes admirent dans la cuisine française. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé un peu sur Paris dans un restaurant qui s'appelle Rose Bakery, et qui prône une cuisine à partir d'ingrédients biologiques, et une cuisine quand même très végétale. Pas végétarienne, mais très végétale. Quand j'ai décidé d'arrêter de faire des allers-retours et de vraiment m'ancrer quand mon bidon était comme le tien. Le seul projet qui vraiment répondait à toutes mes attentes, c'était celui du Goût Sauvage. Donc le Goût Sauvage, c'est le nom de mon restaurant. Je me suis attachée très tôt à faire une sélection rigoureuse de mes produits, et donc une sélection qualitative. Alors qu'est-ce que j'entends par qualité? Parce que c'est un mot un peu presque galvaudé aussi aujourd'hui. Pour moi, la qualité d'un produit, c'est déjà un produit qui est sourcé localement, mais ça va plus loin que ça, parce que local, ça suffit pas, hein, il y a du mauvais local. Alors c'est un produit qui est biologique, sachant que biologique, c'est pas forcément avec un label. Quand on travaille en local, en local, on peut prétendre connaître, et donc aller même à la rencontre, quand on a le temps, du producteur qui vous fournit. Et certains, je pense par exemple à l'exemple de mon producteur de fraises, m'a très bien expliqué pourquoi il refusait, il n'avait pas de label bio sur ses fraises. Donc ça ne m'empêchait pas d'acheter ses fraises. Cela dit, sur des productions sur lesquelles on a moins de certitude, ça reste quand même une garantie de quelque chose, d'un minimum. Bon, donc j'ai passé beaucoup de temps avant d'ouvrir le restaurant à sélectionner des fournisseurs, des producteurs, et ça pour moi ça fait sens au niveau de la qualité du produit. Et ça fait sens aussi au niveau économique, environnemental évidemment, puisque c'est des produits qui n'ont pas voyagé. Ils sont meilleurs parce qu'ils sont cueillis à maturité, si je prends l'exemple des légumes par exemple. Ils ont plus de goût. Et puis ça fait sens au niveau humain. Et ça fait sens, j'ai envie de dire, au niveau global, puisque moi j'avais envie d'un restaurant qui soit pas élitiste, qui soit inscrit dans son environnement. C'était pas du tout glamour mon restaurant. Enfin, j'ai essayé de faire, c'était une jolie déco. J'ai essayé de faire quelque chose qui ait de la personnalité, mais c'était Saint-Lô. Déjà, c'est pas une ville hyper exotique. J'étais dans une rue tout à fait quelconque, avec une terrasse derrière qui donnait sur un parking. Je m'amusais souvent à dire aux clients bienvenue, t'es vue sur la mer. Voilà, dans un immeuble de la Reconstruction, puisque Saint-Lô est une ville qui a été quasiment complètement détruite par les bombardements après la guerre, pendant la guerre, pardon. Et donc voilà, donc j'avais l'ambition d'offrir quelque chose de grande qualité, et aussi qui soit très bien cuisiné. Parce que là, je vais faire un peu un raccourci, mais grosso modo, maintenant que c'est devenu vraiment hyper à la mode, hein, de faire du produit bio local, même à Paris, on a quand même des propositions qui parfois peuvent être un peu décevantes. J'imagine que vous avez tous déjà connu ça sur le plan culinaire. Parce que c'est quand même un métier, que ça s'apprend, que ça demande de la pratique, qu'il y a aussi certaines personnes qui sont plus douées que d'autres pour cuisiner, je pense. Et que donc, moi, j'avais aussi un projet de cuisine, puisque avant tout, j'étais aussi venue à ce métier-là pour l'amour du geste, pour une certaine idée de la façon dont j'avais envie de me nourrir et de proposer à mes clients. Donc voilà, le Goût Sauvage, c'était un peu tout ça. C'était des produits très bien sourcés, de la façon que je vous l'ai expliqué, une cuisine de qualité, une cuisine personnelle, pas une cuisine qu'on peut mettre dans des cases. J'avais envie qu'on puisse, avec une photo de mes plats, reconnaître qui j'étais, et je crois que j'ai en partie réussi. Donc du coup, j'avais une proposition évidemment très végétale, parce que déjà j'adore les légumes, parce que la Manche a une formidable
une formidable région maraîchère et on a un maraîchage biologique de proximité qui est vraiment riche et on n'a pas que des choux et des carottes, on a aussi en pleine saison des tomates, des courgettes et des aubergines qui sont magnifiques. Voilà, donc c'est pas réservé au sud de la France. On est très gâtés sur plein de produits. Donc moi, je travaillais quasi exclusivement avec les produits locaux, donc évidemment beaucoup de produits de la Mière, et aussi des propositions de viande parce que je prétends pas être un restaurant végétarien, même si j'essaie de les réduire pour plein de raisons qui sont un peu trop longues à évoquer là, mais que je pense que chacun et chacune a en tête. Voilà. Et alors. Je vais sauter du début à la fin. Donc, j'ai vendu mon restaurant. C'est tout récent. Hein. Quand on m'a contacté pour participer au festival, c'était pas encore fait. Donc, j'ai vendu. C'est effectif depuis un mois, même pas, un bon mois. Ça faisait à peu près 1 an que je cherchais à mettre un peu une fin à l'histoire parce que comment dire, je ne veux pas du tout parler d'échec parce que je ne le vis pas comme ça et ça n'en est pas un, mais je bute sur des problèmes, allez, on va dire économiques. La restauration dans sa globalité, hein, quel que soit son mode de fonctionnement, c'est un secteur où la rentabilité est très faible, mais on n'a pas tous les mêmes... Enfin, c'est pas pour les mêmes raisons tout le temps. Moi, j'ai identifié pourquoi. Parce que mon food cost, mon coût matière, excusez-moi de l'anglicisme, mon coût matière est plutôt très bien maîtrisé. J'ai pas des prix de vente qui sont très élevés, mais au coût matière, il faut rajouter donc ce qu'on appelle, on utilise souvent l'anglicisme du prime cost, donc le coût de la main d'œuvre, qui permet donc de calculer le prime cost, qui est en fait votre coût de main d'œuvre, donc c'est celle qui vous a servi à transformer. Quand on est dans un restaurant comme le mien, on fait tout maison et on travaille beaucoup le végétal. Les légumes prend beaucoup de temps, comme vous le savez, à préparer. On en reparlera dans le cadre de l'atelier à des fins plus ménagères. Et moi, j'ai envie de rajouter un autre coût qui est le coût de sourcing, en fait, parce que ça prend énormément de temps de travailler comme je le fais. Parfois, je pouvais faire des échanges de SMS de 1/4 d'heure pour récupérer mes 5 litres de lait cru. Pour rien au monde, j'utiliserais du lait UHT pour faire mon riz au lait, parce qu'il est incroyablement bon. Enfin, excusez-moi, c'est un peu prétentieux, mais c'est pas moi qui le disais, c'est mes clients et les gens qui l'ont goûté. Mais bon, on a une certaine technique, une certaine façon de le faire, mais ça tient aussi, je pense, beaucoup au fait qu'on utilise un lait cru entier d'une qualité extraordinaire. Donc parfois, mettre 1/4 d'heure pour régler un problème de lait qui n'arrive pas ou parce que vous n'en avez pas assez, en fait, ça devient laborieux et en plus, on s'y retrouve pas. En fait, on n'a plus le temps de cuisiner. Donc il y a un moment, il y avait une sorte d'une équation qui fonctionnait plus. Mon projet aujourd'hui, c'est non pas du tout d'arrêter la cuisine et la restauration. Là, je lève un peu le pied parce que... je vais me reposer un petit peu, mais c'est pour essayer de nourrir une réflexion un petit peu, je vais faire une analogie, puisque pour ceux qui ont écouté déjà Maxime hier et son projet Ferme d'avenir, qui est dans un autre domaine, hein, qui lui, il est dans le domaine de la culture, de la production, je suis en train de penser à une façon, donc en Normandie, de rationaliser en fait, j'ai employé des mots très crus, de mettre en place un business model qui soit plus performant et qui me permette moi d'exercer mon métier dans des conditions économiques meilleures et peut-être du coup de donner l'envie à d'autres restaurateurs qui aujourd'hui ne fonctionnent pas comme ça, un peu par facilité, plutôt que d'aller chez Promocash ou chez Métro, je ne sais pas quoi, de travailler comme moi je l'ai fait. Mais pour rendre cette proposition, pour que les gens aient envie de faire ça, il faut qu'on ait un modèle à leur proposer qui soit tenable, parce que si vous leur dites que cet après-midi, au lieu d'aller faire leur sieste entre 2 services, ils vont passer 3h30 à faire leur commande au lieu de leur quart d'heure quotidien, ils vont pas vouloir parce qu'ils vont pas tenir le coup. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant dans votre parcours, c'est-à-dire qu'avoir essayé de nourrir différemment via une démarche de restauration, donc de transformation d'une matière noble que vous avez essayé de sourcer au mieux, vous êtes rendu compte que c'était aussi beaucoup de temps et qu'aujourd'hui on n'a pas des réseaux forcément d'approvisionnement qui permettent de faciliter cette tâche et de démocratiser peut-être l'accès à ce type d'alimentation. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que les réseaux d'approvisionnement, au niveau des particuliers, il y a des choses qui se structurent, il y a aussi des choses qui se structurent au niveau des professionnels, mais ça reste encore assez sporadique, on est très inégaux par rapport à ça en France, je suppose. Enfin, bon, moi, je parle, moi je le vois même au sein de la Normandie, qui est maintenant quand même en plus assez vaste. Et donc, je pense que si effectivement on veut que
que ça avance un petit peu plus vite. Maxime est quelqu'un de pressé à ce niveau-là et quelque part, il n'a peut-être pas tort. Si on veut que ça aille un petit peu plus vite, il faut que ça passe peut-être par une structuration. Alors, je ne parle pas de créer des tonnes d'intermédiaires et de reproduire un système de supermarché. Parce qu'il ne s'agit pas de faire ça. Mais peut-être qu'un intermédiaire, voilà, des systèmes de la ruche qui dit oui, ou des... Il y a plein de choses qui existent et qui fonctionnent déjà. Il ne faut pas tout refaire, mais il faut s'inspirer de ça et avoir quelque chose aussi qui est adapté, moi je pense, aux professionnels et aux restaurateurs qui ont quand même des besoins spécifiques, même en étant des petits restaurateurs. C'est pour ça que j'aimerais maintenant passer la parole à Lionel Astruc. Lionel, donc, tu es écrivain, journaliste, expert en développement durable, tu multiplies un petit peu les casquettes. Tu as beaucoup écrit, voilà, hier tu as pu présenter le travail que tu as effectué auprès de Vandana Shiva. Tu as récemment écrit un ouvrage avec Rob Hopkins, qui est connu aussi pour avoir développé le mouvement des villes en transition en Angleterre. Il y a quelques années, tu avais aussi coécrit un ouvrage qui s'appelait Manger local. Donc, c'est des sujets que tu suis depuis longtemps, mais depuis 2 ans, je crois, ou 3 ans maintenant, tu t'occupes aussi de la fondation Equibio. Et donc, peut-être, voilà, peux-tu nous parler, toi, de ton parcours et de comment tu as abordé cette question au fil du temps et comment une démarche comme Equibio peut aussi favoriser la promotion d'un mieux manger pour tout le monde. Donc moi, je suis moins directement en contact avec la cuisine et l'alimentation que peut l'être Caroline. En fait, j'ai commencé dans le cadre de reportage il y a une quinzaine d'années par remonter des filières de produits de grande consommation, tout simplement vraiment pour répondre à la question peut-être la plus banale qui existe, d'où vient ce qui est dans mon assiette. Alors d'où vient ce qui est dans mon assiette, c'est passé à d'où viennent mes vêtements, etc. Et c'est devenu presque une obsession. Et donc pendant des années, j'ai remonté des filières pour aller voir comment étaient fabriqués en fait les produits de mon quotidien. Donc j'ai glané énormément d'informations qui sont d'abord passées sous forme de reportages dans la presse. Et qui ensuite ont fait l'objet d'un premier livre, d'un second, d'un troisième, et puis aujourd'hui d'une quinzaine de livres qui regroupent à la fois ce parcours des matières premières qui nous touchent au quotidien, qui nous constituent, et puis également tous les pionniers qui ont, face à ce modèle dans lequel on se trouve, qui ont innové, qui ont trouvé des solutions, qui les ont expérimentées et qui ont aujourd'hui quelque chose à nous montrer. Donc des pionniers, par exemple, comme Rob Hopkins, effectivement, qui a donc mis au point ce concept de ville en transition, que peut-être j'expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Et avec toujours cette exigence de dire je veux montrer des expériences qui ont fait leurs preuves, pour qu'on puisse voir vraiment de manière quantifiable et vérifiable et de manière très concrète que des solutions existent, qu'en fait elles sont à notre disposition et qu'aujourd'hui il ne tient qu'à nous à les mettre en place. Et en fait ce travail d'enquête, de voyage à travers le monde, etc., au bout d'un moment j'ai trouvé que c'était vain d'une certaine manière, même si je voyais bien que c'était une information qui intéressait beaucoup ceux qui lisaient les livres et les articles. J'avais envie d'être dans quelque chose de plus opérationnel. Et après avoir du coup fait toutes ces enquêtes, je me suis aussi aperçu que l'action à mener aujourd'hui, et je pense que c'est peut-être le point commun qui nous relie tous ici, c'est une action chacun à son échelle, localement, dans notre périmètre de responsabilité, quoi. La famille, l'endroit où on travaille, l'endroit où nos enfants mangent, la cantine, etc. Et donc, à partir de là, j'ai cherché à faire quelque chose de plus opérationnel et de faire profiter de cette expertise que j'avais pu accumuler. Et donc, j'ai commencé à m'occuper d'une fondation qui s'appelle la Fondation Equibio. Et ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est le fait que cette alimentation dont on parle, une alimentation saine, qui est meilleure pour l'environnement, qui est meilleure aussi pour l'économie locale, etc. Pour l'instant, elle n'est connue et consommée que par une partie de la population qui se situe plutôt dans les catégories socio-professionnelles moyennes à élevées. CSP+, comme disent les sociologues. Et
dans le même temps, ceux qui pâtissent, donc ceux qui auraient le plus besoin de cette alimentation, c'est au contraire les quartiers populaires et les gens qui ont des petits budgets. Et là, je me suis dit, en fait, on a un travail énorme à effectuer de sensibilisation, parce que les gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui connaissent un tout petit peu la cuisine, l'alimentation, les prix, etc., ces gens-là savent qu'en réalité, manger de manière plus saine et plus écologique, et donc être en bonne santé, ça ne coûte pas plus cher que de mal manger. C'est la manière de cuisiner qui peut faire qu'on peut manger à budget constant une nourriture qui est saine ou une nourriture qui ne l'est pas. Alors bien sûr, il y a des produits, vous allez me dire, il y a des produits qui coûtent plus cher, mais je rentrerai dans les détails un peu plus tard, mais dans la manière de les cuisiner, on peut faire en sorte que ce soit à budget constant. Et donc ce que fait la Fondation, c'est de montrer ça dans les lieux où c'est utile, c'est-à-dire dans les écoles de zones difficiles, dans les quartiers populaires, etc., en partenariat toujours avec des associations qui œuvrent sur place, qui sont très bien implantées, qui connaissent aussi les attentes du public. Donc on n'arrive pas avec un savoir pour le donner de manière un peu princière aux gens qu'on va voir. C'est pas du tout ça. On vient s'insérer dans un programme d'animation qui est déjà existant et on propose des cours de cuisine. Et en fait, ce qu'on a remarqué avec cette initiative, c'est que donc, nos savoir-faire culinaires, on les a abandonnés pour faire court depuis 2 générations. C'est-à-dire que depuis 2 générations, on réchauffe beaucoup, on fait une cuisine un peu d'assemblage, mais on cuisine vraiment, on transforme les produits bruts, on transforme beaucoup moins les produits bruts, et que les gens de ces quartiers qui sont venus à ces ateliers, ils sont très heureux de redécouvrir la cuisine, et en fait, ils redécouvrent la cuisine de leur mère, de leur grand-mère, et ils s'aperçoivent qu'en fait, dans les plats les plus traditionnels qui existent à travers le monde, je pense au thali en Inde ou à d'autres plats, la pizza, etc. Eh bien, cette formulation qui fait qu'on peut manger de manière saine, écologique, à prix constant, elle existe déjà. C'est une formule qui existe depuis des siècles, et du coup, on s'y retrouve là-dedans. Et donc voilà, pour décrire un petit peu mon parcours. Merci Lionel. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé le film de Jonathan Nossiter ce matin qui a été diffusé dans l'église. Il y a un des intervenants qui disait finalement aujourd'hui bien manger, c'est aussi de la joie de vivre plus que des calories. Et c'est vrai, c'est un peu ces incitations qu'on reçoit très hygiénistes parfois à dire attention, attention, on a des messages contradictoires. Et c'est sur cette question que j'aimerais interroger aussi Marie. Dans ton parcours, tu nous as fait cette lecture. Tu regardes beaucoup la face cachée de nos assiettes. Et aujourd'hui, peut-être qu'on s'y perd un peu parce que est-ce que bien manger, c'est quoi? Est-ce que c'est manger local? Est-ce que c'est manger bio? Est-ce que c'est manger sans gluten? Est-ce que c'est manger vegan? Est-ce que c'est manger quoi finalement sans adjuvants, sans pesticides? Enfin, je ne sais pas si au niveau de l'offre, c'est très clair pour le consommateur, mais ça pose aussi des questions bien en amont que voilà, Caroline et Lionel ont un peu abordé déjà. Oui, effectivement, vaste question. Qu'est-ce que bien manger? Bon, évidemment, il n'y a pas que... je ne vais rien vous apprendre en disant ça, il n'y a pas qu'une réponse. Pour aller plus loin là-dessus, je dirais même qu'il y a autant de réponses que d'êtres humains, quoi. C'est-à-dire, c'est à chacun de trouver sa solution. Je pense qu'il n'y a pas une solution toute faite, une solution du tout bio, une solution du tout local. Voilà, je dis ça en étant moi-même une fervente... défenseuse de tout ce qui est bio, local, etc. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas imposer à tout le monde un régime, quel qu'il soit. Voilà, chacun est libre. Et je pense que ça fait partie du plaisir aussi. Bien manger, c'est aussi se faire plaisir. Et je pense que c'est fondamental. J'ai écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Plaisir et conscience alimentaire, et où j'ai associé justement le plaisir et la conscience, c'est-à-dire la connaissance de ce qu'on mange. Effectivement, remonter les filières, comprendre comment ça fonctionne, aller rencontrer les acteurs des différentes filières pour voir comment ils travaillent, ce qu'ils font. Ce qui m'a énormément surpris dans les différents terrains que j'ai fait pour mon dernier livre, Magri & Co, c'est... j'ai choisi d'avoir un regard un peu neutre pour essayer de comprendre, au travers des discours, ce que les gens mettaient derrière le bien manger, derrière la qualité de leur alimentation. J'ai beaucoup travaillé notamment sur la notion de qualité.
Et c'est assez rigolo quand on est proche des mouvements bio, locaux, production respectueuse de l'environnement, d'aller rencontrer des agriculteurs productivistes qui sont absolument convaincus de faire de la qualité. Enfin, ils sont convaincus et ils ont l'impression vraiment de donner des bonnes choses à manger aux gens. Et quelque part, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Alors je ne dis pas que c'est eux que c'est eux qui portent la bonne parole et qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais ça permet aussi de comprendre pourquoi beaucoup de gens ne mangent pas bio et considèrent qu'ils mangent très bien, qu'ils mangent des produits de qualité. Et je pense que pour toujours aller dans ce sens-là, que c'est pour ça que voilà, dire il faut manger bio, il faut manger vegan, il faut manger végétarien, voilà, c'est pas forcément la solution, même si on peut tendre vers tout ça en changeant les pratiques, parce que je pense que chacun peut évoluer, mais à sa mesure. Et ça me paraît assez fondamental, notamment dans l'optique de ne pas culpabiliser les gens, parce que c'est aussi facile de culpabiliser les gens en disant bon, bah voilà. Toi, tu achètes, je sais pas, 5% de ton alimentation est bio. Bon, voilà, ça fait pas beaucoup. Il faudrait peut-être en acheter plus. Voilà. Après, par exemple, on parlait du vrac tout à l'heure dans le quiz. Il y a quelque chose ça m'a beaucoup interpellée, ces petites questions sur le vrac, parce que j'ai mené une petite enquête pour mon blog récemment sur le vrac. Et alors, c'est bien, c'est zéro déchet. On en trouve beaucoup en bio, même si on en trouve de plus en plus en conventionnel. Mais voilà, j'ai fait une enquête sur la provenance des produits en vrac et c'est assez marrant. Enfin, ça vaut le coup. Je ne sais plus qui disait dans l'assistance tout à l'heure que le vrac Biocop est cher. Je crois que j'ai entendu ça tout à l'heure. Alors, c'est sans doute vrai. Mais dans d'autres chaînes bio, les produits en vrac viennent d'encore beaucoup plus loin. Voilà, en moyenne, hein, c'est un tableau évidemment non exhaustif que je balaye, que je dresse très rapidement. Donc c'est assez marrant de décrypter, d'essayer de décrypter, de décortiquer les choses, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une solution miracle qui va tous nous permettre de bien manger, mais que dans le vrac, il peut aussi y avoir des choses peut-être à corriger, à modifier, il y a toujours du mieux. Dans le bio également, enfin voilà, le bio c'est bien, mais le bio c'est aussi l'industrie, c'est aussi, le bio parfait existe, ça c'est sûr, mais le bio c'est aussi de la production industrielle avec des conditions sociales des travailleurs qui ne sont pas respectées dans certains pays, y compris en Europe. Donc voilà, c'est pas non plus la panacée. Quant au local, c'est Caroline, je crois, qui disait tout à l'heure, c'est pas parce que c'est local que c'est bon. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça, parce que, dans chaque territoire en France, il y a beaucoup de production agro-industrielle. On est notamment très bien placé dans le sud-ouest pour savoir ça. Hein. Nos champs sont recouverts de maïs. Il y a beaucoup de production d'animaux dans de vastes hangars. Voilà, je ne vais pas nommer les productions, mais tout le monde reconnaîtra. Il y a du vin. Il y a toutes sortes de problèmes sur des produits qui sont très locaux. Et donc, c'est pas parce que on est dans une région agricole qu'il y a forcément des bons produits. Donc ça me paraît assez fondamental. J'apporte aucune réponse en disant ça, mais je pense que ça fait peut-être se réinterroger aussi sur des choses qu'on peut entendre, qui sont véhiculées, des messages un peu faciles, et qu'il est important, je pense, d'éclaircir autant qu'on peut. Et toi, la première fois que tu t'es interrogée sur ces sujets, que tu t'es dit j'ai envie d'enquêter, c'est quoi qui t'a fait venir à ça ? Alors, c'est que j'ai commencé mon parcours professionnel dans le monde agricole productiviste. Puisque j'ai été salariée pendant quelques années des syndicats agricoles qu'on appelle majoritaires en France. Donc, je travaillais dans les sièges à Paris, à Bruxelles. Je défendais ce qu'ils défendaient eux, puisque je travaillais pour eux. Je m'occupais des relations internationales, donc, pour ne pas les nommer, pour les jeunes agriculteurs et la FNSEA. Et puis, j'ai pas tenu très longtemps, parce que j'ai démissionné assez rapidement, parce que je me suis rendu compte que c'était absolument pas tenable. Alors moi, je connaissais pas le monde agricole avant. Hein. J'avais fait des sciences politiques, donc j'ai atterri là un peu comme ça, en fait, comme en premier job. Et puis, plus je découvrais ce monde-là, et plus je me rendais compte que je pouvais pas défendre ces idées-là, et qu'il fallait que je prenne un peu mon indépendance par rapport à ça. J'ai démissionné, et puis il se fait qu'avec mon conjoint, on a eu une opportunité pour partir vivre en Amérique latine. Et là, je suis vraiment tombée dans la cuisine, l'agriculture, l'alimentation, en voyageant, puisqu'on a vécu un peu à Buenos Aires, et puis après, on est parti voyager. On a fait le tour de l'Amérique latine en un peu moins d'1 an. Et alors, c'est deux choses qui m'ont vraiment mis, la puce à l'oreille sur un certain nombre de sujets, qui m'ont fortement donné envie de m'intéresser à tout ça, de mener des enquêtes plus approfondies. C'est donc on voyageait à très petit budget, sac à dos, et donc souvent on dormait non pas chez l'habitant, mais dans des
voilà, dans des petites chambres louées chez des locaux. Et très souvent, en tant que femme, j'étais invitée dans les cuisines pour aider à la fabrication des repas, parce que souvent, il y avait des grandes tablées. Et donc, j'ai souvent mis la main à la pâte avec des femmes que je ne connaissais pas, dans des cultures alimentaires que je ne maîtrisais pas. Donc déjà, ça m'a vraiment donné le goût de la cuisine. Donc, ce n'est pas si vieux, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. Et puis, à côté de ça, donc on a traversé un certain nombre de pays latino-américains, dont de grands pays agro-industriels ou de production agricole intensive. Et là, on a vu beaucoup de ravages provoqués par notamment les cultures qui servent à nourrir notre bétail. On parlait du soja aussi tout à l'heure dans le quiz. Donc les immenses étendues de soja qui provoquent de véritables ravages dans les populations là-bas. Alors, sur le plan agricole, au niveau environnemental, mais aussi parmi les populations qui vivent sur certaines terres là-bas. Et c'est vrai que ces deux éléments-là, clairement, m'ont donné envie de m'impliquer à mon retour en France sur le sujet. Et c'est suite à ça que j'ai ouvert un blog, un deuxième blog. J'ai écrit un premier bouquin et puis j'ai monté ma boîte pour avancer sur ces sujets-là et faire ce que j'appelle de la recherche-action sur les systèmes alimentaires durables. Ouais. Merci Marie. Je vais maintenant passer la parole à Maxime. Donc Maxime, on t'a entendu hier sur les premiers échanges qu'on avait sur la question du produire. Tu as pu présenter Ferme d'Avenir, tu pourras peut-être revenir dessus, mais je sais que Ferme d'Avenir a aussi été rendu possible par un homme qui s'appelle Louis-Albert de Breuil, qui, sur le domaine de la Bourdaissière en Touraine, on le surnomme le prince jardinier. Il a monté le conservatoire de la tomate. Tu as ce type de rencontre dans ton parcours. Et l'autre jour, hier, quand on est allé manger, tu m'as dit « je ne mange pas de viande sauf quand je rencontre ou que j'ai vu l'animal, quand j'ai vu l'animal que je veux manger ou quand je rencontre quelqu'un qui a vu l'animal qu'on est en train de manger ». Voilà, donc tu as plein de réflexions aussi sur comment bien se nourrir et voilà, qu'est-ce qui toi te touche et te guide aussi dans ta démarche en amont d'arriver à nos assiettes. Ouais. Alors effectivement, avant de monter Ferme d'Avenir et Bluebees, je travaillais chez Dérolle, une maison de sciences naturelles qui est connue pour les planches pédagogiques qu'il y avait dans les salles de classe de nos parents, de tout le monde, avec la carte de France, le corps humain. Et en fait, le propriétaire de la maison Dérolle s'appelle Louis-Albert de Breuil et il est effectivement connu sous le surnom de prince jardinier parce qu'il a monté ce qui est devenu le Conservatoire national de la tomate, donc en Touraine, avec 650. Maintenant, cette année, il y a 672 variétés de tomates, je crois. Donc, il faut aller voir, hein, c'est assez magique d'être dans ce conservatoire. J'ai souvenir d'une visite de Savéole dans le Conservatoire de la tomate, où le directeur qualité, je crois, de la filière Savéole arrive et devant une tomate un peu verte, dit « Ah, elle n'est pas mûre, celle-là ». Là, on l'a regardé, on a fait Green Zebra ou des trucs comme ça vous parle. Et en fait, effectivement, le décalage entre l'industrie agroalimentaire et la notion même de biodiversité était juste effarant quoi, à ce moment-là. Donc c'était une première anecdote. Sur le fait de manger mieux, parce que si la question c'est comment est-ce qu'on peut manger mieux, déjà effectivement Lionel a dit, d'ailleurs tout le monde dit, il faut aller à la rencontre des producteurs. Je pense que c'est pas forcément donné à tout le monde et on n'a pas le temps forcément de le faire et parfois on fait confiance à ce que nous disent les marketeurs ou les étals de la grande distrib. Ça vaut quand même le coup d'essayer parce que déjà c'est des super rencontres. Moi c'est aussi en rencontrant des producteurs et notamment ma sœur que je connaissais avant, vous vous en doutez, mais elle est devenue agricultrice dans la Manche. D'ailleurs elle vendait sa viande ou ses fromages ou les deux fromages à Caroline. Et en fait, c'est des belles rencontres, donc ça vaut le coup de le faire. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de producteurs en France, donc il faut les dénicher. D'ailleurs, c'est un gros travail que tu as fait dans le Pays Basque, et donc c'est un beau test grandeur nature. Moi, avant de devenir végétarien ou flexitarien, j'ai commencé par diminuer de 20% ma consommation de viande, et en fait, j'ai réalisé que le budget que j'économisais, ça me permettait de passer tout en bio. Et donc il y a d'ailleurs des écoles qui ont mis en place ce genre de démarche. Je vous invite vraiment juste à le tenter. Hein. À la limite, si vous voulez pas manger bio derrière, c'est pas grave, ça vous fera juste économiser ou gagner de l'argent. Mais en tout cas, voilà, c'est juste jouable et je pense que c'est souhaitable. Je suis devenu végétarien moi, en regardant un film qui s'appelle Cowspiracy,
Cowspiracy, je vous invite vraiment à le regarder. C'est pas du tout les images trash des abattoirs, genre L214, qui peuvent être un peu... voilà. Mais c'est juste une étude sur l'impact. Ce qui est super important, enfin, je l'ai dit hier et c'est un truc qui me guide, quoi, c'est la résilience. Comment est-ce que... on ne dit pas il ne faut pas préserver la planète. La planète, elle va très bien s'en sortir. En revanche, nous qui sommes sur cette planète, c'est pas dit qu'on s'en sorte, quoi. Et donc l'important, c'est la résilience de l'être humain. Et comme l'alimentation est le truc fondamental, ben ouais, c'est naturellement là-dessus que je me suis mis, je me suis lancé. Et le film Cowspiracy montre juste que c'est impossible d'être soutenable si on bouffe 80 kilos de viande par personne à 7 milliards, toute bio, toute extensive soit-elle. Donc du coup, moi, j'ai décidé d'être un petit peu radical et donc j'ai arrêté du jour au lendemain, il y a près d'1 an, la viande. Et en fait, comme j'avais dans mon congèle encore des cochons que j'avais fait moi-même et des pâtés, je me dis, mais c'est quand même... Voilà, est-ce qu'on pourrait pas juste dire une règle? Et donc avec ma femme, on a dit, bon bah, allez, on dit juste, on mange les animaux qu'on a vus vivants. Et puis quand je suis arrivé chez ma sœur, elle m'a dit, attends, mais moi je l'ai vu vivant. Je fais, ok, si toi tu l'as vu vivant... Bon. Bref, et donc du coup, ça peut être un truc aussi pour vous motiver pour aller rencontrer des producteurs. Ici, j'ai fait le test. La dame qui vend des hamburgers, c'est Blondes d'Aquitaine. Je suis pas allé jusqu'à manger un hamburger, mais en tout cas, au moins, vous pouvez lui faire confiance. Juste moi, un autre échange que j'ai eu l'autre jour et qui m'a un peu marqué, c'est une jeune fille qui a eu une opération assez lourde chirurgicale et elle est restée 6 mois intubée. Et donc, elle n'a pas mangé pendant 6 mois. Et voilà, on dit c'est vraiment de la joie de manger. Hein. C'est des bons vivants, quoi. Et c'est une bonne vivante. Et donc c'était un truc qui lui pesait vraiment. Et un jour, le médecin lui dit, tadam, surprise, c'est bon, demain tu vas pouvoir manger. Et il lui apporte le plateau repas de l'hôpital. Et là, mais elle a dit, ah non, je suis désolé, c'est pas possible, je vais attendre demain, ça vous dérange pas que j'appelle ma maman et qu'elle me fasse un petit plat, parce que là, c'est pas possible. Et genre, c'est aussi un truc symptomatique, on peut faire des trucs à toutes les échelles, et cette jeune demoiselle, là, je suis en train de la convaincre de se lancer dans la reconquête alimentaire des hôpitaux, et donc elle est en train de se lancer, ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est... Un peu de boulot. Pardon ? Il y a un peu de boulot. Il y a un peu de boulot, mais je pense que, encore une fois, c'est ce que je disais hier, putain, on a le discours facile. Enfin, c'est facile ce discours. Tout le monde adhère à ça. Il n'y a personne qui veut manger du poison en sortant de l'hôpital. Donc ça prend du temps. Tout à l'heure, Jonathan expliquait qu'il ne faut pas parler des politiques, mais des gens qui ont le pouvoir. Effectivement, les gens qui ont le pouvoir, qui sont souvent mixés entre les politiques et les dirigeants de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, c'est eux qui nous imposent des choses. Je ne sais pas pour combien de temps ils vont continuer à nous l'imposer. En tout cas, nous-mêmes, on peut chacun être maître de ce qu'on mange. Et c'est un premier acte, mais on va aller plus loin tous ensemble. Je pense que si vous êtes là, vous avez peut-être envie de vous engager. Et on va remonter des filières et on va leur montrer que c'est absurde de nous faire manger du poison. Justement, c'est une des questions et je crois que Lionel, tu souhaitais rebondir sur ce que vient de dire Maxime. En fait, d'abord sur ce qu'a dit Caroline tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on voit qu'avec le restaurant, elle a fait un travail incroyable pour retisser des liens avec des producteurs. Et simplement, ce que je voudrais dire ici, et à Caroline notamment, c'est qu'on subit un peu une sorte de double travail. C'est-à-dire que non seulement on doit remettre au goût du jour les produits locaux pour revitaliser le territoire, etc., mais c'est un double travail dans le sens où toute l'infrastructure, c'est-à-dire les routes, les transports, les parkings des supermarchés, etc., tout a été conçu pour les filières longues. Et quand je parle des parkings de supermarchés, ça peut sembler un détail, mais ce sont des infrastructures qui ont été financées par l'État, voilà, voire construites directement par l'État, les collectivités locales. Et donc, parfois, on tombe sur des... L'autre fois, je suis tombé sur une étude assez surprenante du commissariat au développement durable qui comparait en fait la performance du transport des circuits courts, donc le paysan qui va au marché fermier avec son camion plein et qui revient avec sa camionnette à vide, donc ce qui est vu comme une moins-value, entre guillemets, au transport de cargo à travers le monde qui est plus efficace parce que il est toujours plein. Et en fait, dans ce genre de raisonnement, on oublie, on se concentre sur un détail qui montre qu'effectivement les infrastructures ne sont pas encore faites pour les circuits courts, donc on est en train de subir ça, mais qui oublie
qu'en faisant aussi ces trajets longs, on va puiser notamment de l'eau dans des pays qui en manquent et ramener des produits qui nécessitent énormément la question de l'eau virtuelle qu'on évoquait hier. D'irrigation, voilà. Et donc bravo, parce que je trouve que c'est vraiment très courageux d'accepter de subir ce double travail, de reconstruire des circuits courts sur un territoire où rien n'est fait pour que ça fonctionne. Alors, si je peux me permettre, je peux illustrer ce que tu dis. C'est vraiment, tu mets le doigt sur un des problèmes fondamentaux sur lesquels j'ai buté en faisant le goût sauvage. C'est que le problème, c'est pas... Bon, ça demande du temps, mais ça, c'est du temps agréable de faire les rencontres et de trouver les producteurs. Mais ensuite, le problème, c'est d'avoir les produits. Parce que contrairement à ce qu'on voit encore à la télévision, le cuisinier-restaurateur ne va pas tous les matins sur le marché avec son petit panier. Ça, c'est la télé, ça, c'est dans la vraie vie de restaurant, ça marche pas comme ça. On est obligé d'être organisé, d'avoir des livraisons, parce que sinon, on n'a pas le temps. Et en plus, quand on travaille avec plein de producteurs différents, ça ferait beaucoup trop de trajets. Donc. Et par exemple, pour illustrer ça, je peux vous donner l'exemple du saumon d'Isigny. Donc, Isigny, alors le saumon, c'est un vaste sujet, hein, le saumon dans l'alimentation. Il y a vraiment eu des choses terribles. Moi, j'en ai pas consommé pendant des années et des années, tellement il était même mauvais, rien qu'au goût. J'ai commencé à en reconsommer un peu avec l'ouverture de mon restaurant et en proposer finalement aux clients qui aiment ça. Parce qu'on a quand même des productions, des élevages qui sont satisfaisants. Alors, il y a ceux qui sont hors de la France, mais enfin, on a aussi dans la Manche, notamment le saumon de Cherbourg. Et on a également le saumon d'Isigny, qui a un cahier des charges hyper exigeant, qui est vraiment un produit magnifique. Et ben, le saumon d'Isigny, alors attendez, je dois être... Alors Isigny, c'est dans le Calvados, mais alors moi je suis dans la Manche, mais grosso modo, on est allé à moins de 50 km, je pense qu'il doit y avoir 48 km. Je ne peux pas avoir ce saumon. Et en fait, bon, évidemment, ils n'ont pas une très grosse production, mais quasiment tout ce saumon part sur Rungis, ou alors si on peut, enfin, il y a certains, le Montmarailleur de Port-en-Bessin, parfois là, mais en gros, après ça part... Bon. Bref, je vous passe les détails. Je ne peux pas avoir ce saumon, on marche sur la tête. Enfin, je peux l'avoir si je vais le chercher à la ferme. Or, moi, je peux pas faire 100 km pour aller chercher 2 ou 3 saumons grand maximum, puisque j'ai pas non plus un gros débit. J'étais à un restaurant, on faisait en moyenne 25 couverts par service, les jours où il y avait du monde. Voilà. Mais ça pose la question de la structuration des filières. Enfin, je sais pas, Maxime ou Marie. Juste, je rebondis là sur ces histoires de produits qu'on peut pas avoir. Alors, moi, dans les enquêtes, là, toujours sur Magret & Co, que j'ai pu mener pour ceux qui étaient là tout à l'heure, concernant la lecture que j'ai fait au sujet du fromage de brebis, j'ai trouvé complètement hallucinant que les producteurs, la plupart des producteurs que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré quand même un certain nombre, dans les vallées d'Ossau et d'Aspe notamment, n'ont aucune idée de l'endroit où partent leurs fromages. Enfin, c'est-à-dire que le berger qui traite ses brebis 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, en estive, 4 mois par an, vend son lait à un grossiste, ne sait pas ce qui est fait de son lait. Il fabrique un peu de fromage, donc celui que j'ai vu fabriquer un peu de fromage, mais il lui restait du lait et il vendait son lait à des grossistes. Ce lait-là, potentiellement, est acheté par des industriels pour fabriquer l'Osso Hirati, quand lui ne peut pas se payer la certification Osso Hirati parce que le cahier des charges est trop important. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Et ces fromages-là, on ne peut pas les trouver parce qu'on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils partent, les laits sont mélangés. Il y a donc un vrai travail, un travail magnifique qui est fait par beaucoup de bergers, pas par tous, hein. Il y a des gens qui travaillent moins bien que d'autres, il y a des gens qui travaillent mieux que d'autres. Mais voilà, pour pouvoir avoir accès à ces produits, c'est extrêmement difficile et effectivement, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Il faut quand même mener des enquêtes extrêmement poussées pour savoir comment faire, comment s'y prendre et comment accéder à ces produits. Oui, dans ce qui a été assez médiatisé ces dernières années, il y avait aussi la question de la forme des fruits, des légumes. On parlait de la perte de variété dans l'assiette aussi. Je pense que 672 variétés de tomates cultivées à la Bourdaissière. On doit retrouver 3 variétés de tomates aujourd'hui dans les étals, à peine une dizaine de variétés de pommes alors qu'il en existait des milliers auparavant. Mais est-ce que c'est viable aujourd'hui de se dire on peut reconquérir d'autres saveurs, d'autres savoir-faire aussi? Et comment est-ce qu'on peut peut-être restructurer la filière? Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'avant que le citoyen puisse mieux se nourrir, il y a aussi tout ce travail à faire en amont. Donc ce travail que toi, tu as pointé du doigt en tant que restauratrice, à dire pour bien faire les choses, il me faut du temps, mais ce temps-là, je ne peux pas forcément le prendre. Donc j'arrive aujourd'hui à me dire, il faut peut-être inventer quelque chose pour faciliter la vie aux autres. Maxime, tu parlais hier en disant, nous, avec Ferme d'Avenir, on fait une AMAP, mais on travaille aussi avec Système U ou des filières de GMS, de grande distribution. Est-ce que vous avez des débuts de réponse ou des choses
peut songer à faire pour essayer peut-être de remettre des variétés, pour reconquérir des choses qu'on a perdues, tout simplement? Je sais pas. Enfin, pour moi, le départ de la réflexion, ou en tout cas du début de réponse, c'est la production, clairement, quoi. Enfin, on parle d'un truc. Je sais pas combien. Il y a combien de personnes qui produisent ici de la nourriture? Il n'y a pas d'agriculteurs. Il y a quelques agriculteurs, mais enfin, il y avait 10% d'agriculteurs il y a quelques années. Hein, on a perdu 1,5 million de fermes en 50 ans. Enfin, on ne résoudra pas le problème si on ne s'attaque pas à cette question-là. Et cette question-là, elle est complexe parce que être producteur, c'est un métier difficile. Et je pense que... comme je suis un éternel optimiste et je pense qu'on est sur la bonne pente, il me semble quand même qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte et qui prennent goût et qui prennent un amour pour le terroir. Le film qu'on a vu ce matin, qui s'appelle Résistance naturelle, était assez éloquent en la matière. On voyait ce jeune couple qui est parti pour faire du vin, et le vin de son enfance qui n'existait plus. Moi, ma sœur, avec son compagnon, ils ont repris des vaches canadiennes qui avaient disparu, en fait, qui originellement sont des Normandes, qui sont parties au Canada au 18e et qui ont fini par revenir. Et il y a un mec enfin, c'est incroyable cette histoire, un Canadien qui découvre que en fait, les vaches qu'il a, les dernières de sa région, sont en fait la descendance des vaches normandes, et il réalise qu'il n'y en a plus ni en Normandie ni au Canada, et il se dit c'est une folie si jamais ça disparaît, et il a payé lui-même le bateau, et il est venu avec je sais plus combien avec 3-4 génisses et un taureau, il est en bateau, et il est arrivé, il a fait le tour. Et il a fini par tomber sur mon beau-frère, enfin sur le mari de ma sœur, qui a dit oui, je les prends. Et maintenant, ils ont une douzaine de vaches et ils ont repris. Donc, c'est des histoires d'amour, de passion, je pense aussi. Et je pense que dans un pays qui se revendique pays de la gastronomie, avec tous les terroirs qu'on a, on va avoir des gens. Et puis nous, alors à Ferme d'Avenir, ce qu'on fait, c'est essayer de montrer que c'est possible. Il y a cette histoire de néo-ruraux. Hein. 40% des gens qui veulent s'installer aujourd'hui sont des gens qui ne sont pas issus du monde agricole. Donc ça peut être vous, hein, si jamais vous avez envie de changer de vie. Et ça, c'est assez important. Et donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir sur cette idée de sens, comme Caroline le fait en aval un petit peu de la filière. Mais ouais, j'ai pas de réponse. Juste qu'il faut absolument... juste le chiffre, hein, 570 000 agriculteurs aujourd'hui. Il y en a 170 000 qui partent à la retraite dans les 7 ans. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut tout mener de front. C'est-à-dire, toi, tu penses sûr. beaucoup à la production, mais moi, si on veut qu'il y ait des changements qui arrivent on va dire assez rapidement pour nos enfants ou nos petits-enfants peut-être, c'est la production avec des acteurs comme toi et comme plein d'autres, mais aussi tout ce qui va derrière, notre consommation au quotidien. C'est pour ça que ce soir, j'essaierai de donner en fait des côtés, des conseils pratiques pour essayer de consommer et de se nourrir comme ça, même si c'est pas tout parfait, mais on peut déjà quand même au quotidien, et moi je crois beaucoup à ce travail de fourmi dans les restaurants. Donc là je me sens assez légitime à ce niveau-là par mon expérience et parce que je vais essayer de faire derrière. Et puis là on retombe sur la structuration des régions. Alors là ça c'est un sujet qui me dépasse un peu, et je pense que on renvoie à un métier qui est compliqué, qui est en fait le métier de la logistique, qui lui-même dépend de mesures gouvernementales qui dessinent effectivement les modes de transport. Enfin bon, là on est dans quelque chose qui à mes yeux est très complexe et qui en plus personnellement n'est pas un métier que je trouve hyper intéressant. Enfin ça doit l'être, mais bon, enfin, c'est vraiment un métier en soi, et je pense qu'il faut peut-être mener tout de front, voilà, une production de qualité et nombreuse et abondante, avec un transport, parce qu'il faut quand même qu'elle aille vers ses consommateurs, mais alors un transport qui est limité évidemment, mais aujourd'hui on transporte plus facilement saumon d'Isigny à Rungis et partir je sais pas où que saumon d'Isigny à Saint-Lô. Donc là il y a certainement des réponses aussi à trouver, et des gens qui ont déjà des débuts de réponse. Et puis les acteurs c'est beaucoup les cuisiniers qui servent aujourd'hui. En plus on est très médiatisé, notre métier est présenté comme un métier ultra glamour, ultra génial, alors qu'en fait on a plein de difficultés à le faire correctement. Et puis les consommateurs qu'on est tous au quotidien, on a tous nos familles à nourrir. Donc en fait moi je crois beaucoup à cette notion qui a été aussi beaucoup développée par le Slow Food et par Carlo Petrini, de ce petit travail de fourmi, et qui fait que par des gestes quotidiens en fait c'est là qu'on est le plus citoyen, et que si notre projet citoyen c'est de mieux se nourrir demain,
On peut c'est sûr que de toute manière, le système, il faut l'attaquer dans tous les sens pour le faire tomber. Hein. On est d'accord. De l'intérieur, il y en a qui décident d'intégrer le système pour le faire tomber en le comprenant bien. Et puis après, il y a plein d'angles d'attaque. Et effectivement, il faut aller dans la filière dans son ensemble. Ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres sur ce type de produit, et que moi je reçois des centaines de mails chaque semaine, et je reçois au moins 20 gars par mois qui me disent ouais, je veux réinventer la ruche qui dit oui, un truc pour mettre en lien les producteurs et les consommateurs. Je fais ouais, attends, c'est très bien ton truc, vois déjà si tu vas faire un truc qui va réussir à être aussi efficace que ce qui existe déjà, et essaye de voir un peu la valeur ajoutée de ton idée, mais surtout si tu fais reposer ton modèle sur la production, et qu'il n'y a plus de production, ça va se casser la gueule. Donc du coup, il faut absolument s'intéresser et se pencher sur cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Et d'ailleurs, les cuisiniers, nous, avec Ferme d'Avenir, on a bossé assez tôt dans l'aventure avec Métro, parce que je pense que, alors je ne sais pas pour ceux qui sont déjà allés chez Métro, moi j'avais jamais mis les pieds là-dedans et je pensais que c'était que n'importe quoi, je n'ai pas d'action, hein, je m'en fous, mais ils vendent quand même des trucs pas mal, puisqu'il y a des chefs étoilés qui se fournissent là-bas, et donc ils sont quand même sur certains produits de qualité. Et moi je pense que les cuisiniers sont des énormes et des formidables prescripteurs, parce que c'est par eux qu'arrive la mode, et effectivement avec la médiatisation qu'il y a aujourd'hui. Et donc voilà, et donc nous on arrive à... Alors la petite histoire, hein, ça va vous faire soupirer, mais voilà, nous on fait la ferme pour Cyril Lignac, et l'autre jour j'ai passé une journée avec lui, et à la fin je lui parle un petit peu de Monsanto. Il n'avait jamais entendu le nom. Donc juste pour vous dire, il n'avait jamais entendu, le mec est déconnecté. Hein. On va faire une super ferme pour lui, il a envie d'aller dans le truc, mais pour vous dire que il y a encore vraiment le boulot de fourmi. Moi, voilà, les colibris, c'est super, mais encore comme je le disais hier, si on a une caserne avec des pompiers pour essayer d'éteindre tous les feux, et bon, voilà. C'est une question d'éducation aussi. Je crois que tu dois prendre un train, Maxime. J'ai la main sur la montre, donc on va te remercier maintenant parce que tu dois nous quitter et on ne pourra pas te poser plus de questions. On va continuer la table ronde de notre côté, mais merci d'avoir été avec nous. Rentre bien. Et donc Marie et Lionel, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Pour moi, il y a deux questions. Il y a la question de la confiance. Il y a aussi la question du coût, parce que, outre le travail des restaurateurs, des filières, etc., le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il fait pour s'approvisionner? Comment bien se nourrir? Ça commence par quoi? C'est justement comment est-ce qu'on retrouve du temps? Où est-ce qu'on doit se rendre? Voilà, comment ça se passe et quelles sont les pistes de réponse qu'on peut commencer à avoir aussi pour se dire la confiance est brisée. Je veux dire, que si je trouve de la viande de cheval dans mes lasagnes, si je trouve voilà, et puis le prix, est-ce qu'on ne vend pas des labels qui ne veulent rien dire? Enfin, il y a des questions très concrètes aussi qui se posent à ce niveau-là. Alors, sur le coût, notamment, effectivement, c'est un sujet assez complexe parce que, enfin, oui, c'est bien de bien manger, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée, mais effectivement, souvent, les gens trouvent que ça coûte cher. Alors moi, je peux témoigner d'un projet sur lequel je travaille là depuis quelques mois pour l'ADEME nationale, pour favoriser une alimentation plus durable et responsable en évitant le gaspillage alimentaire. Tout ça dans une même étude. Vraiment, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que donc moi j'ai joué le rôle en fait d'une anthropologue, hein, donc j'ai vraiment passé du temps au sein de foyers témoins qui ont été qu'on a sélectionnés en France pour mener cette étude à bien. Et l'idée, parce que c'est toujours en cours, l'idée de l'étude, c'est de montrer qu'en passant un certain nombre de produits en bio et qu'en changeant son comportement alimentaire, on peut manger mieux à moins cher. Et ben, c'est pas si simple hein. Quand on le vit avec des familles et qu'on maîtrise pas les pratiques quotidiennes des familles. Hein. Donc moi, je me suis rendue à plusieurs reprises dans les familles. J'ai animé des ateliers culinaires chez eux parce que je fais un petit peu de cuisine aussi à mes heures perdues. Et puis évidemment, on a mis en place tout un panel de gestes à mettre en place au sein des familles, notamment la réduction de la viande, bien entendu, la découverte des légumineuses, donc des protéines végétales. La découverte de nouveaux produits, la découverte du vrac, etc., etc. Malgré tout, voilà, les gens, chaque famille a sa propre culture alimentaire, chaque famille a sa façon de fonctionner. Et on n'aime pas être dicté dans notre. Voilà, c'est ça. C'est très compliqué de dire à quelqu'un qu'il faut manger ça. Voilà. Et donc, alors. Ça peut marcher. Enfin, je ne suis pas en train de dire une nouvelle fois que rien ne va et qu'il n'y a pas de solution. Hein. Et il y a des résultats super positifs dans cette étude en cours. Les gens changent. Effectivement, le coût peut être même moindre qu'il n'était avant.
Mais bon, forcément, ça dépend des familles. Et puis, voilà, il faut que les familles se prêtent au jeu et aient envie. Et donc, je crois que ça, enfin voilà, et là où je rejoins Caroline, quand elle disait tout à l'heure qu'il fallait jouer un peu sur tous les fronts en même temps, c'est qu'effectivement, on peut pas dire vous allez acheter du bio en grande surface le moins cher possible et comme ça, vous allez acheter moins de viande et vous allez plus cuisiner et du coup, ça ira. Non, il faut donner envie aux gens d'acheter du bio, donc il faut qu'ils aient des bons produits à disposition. Donc il faut aussi leur expliquer où trouver des bons produits bio, comment faire, parce que les produits bio industriels sont pas forcément meilleurs que les produits bio conventionnels, si ce n'est qu'ils ont moins de pesticides, mais sinon, ou pas du tout. Mais voilà, donc je pense qu'il faut vraiment jouer sur tous les fronts en même temps. Et cette étude l'a vraiment montré, enfin, est en train de le montrer. C'est que c'est pas en allant dans un sens qu'on peut sauver le modèle alimentaire français, mais bien en jouant un peu sur tous les tableaux. Avec évidemment, enfin on parlait de la viande tout à l'heure, je pense quand même que c'est un axe important de changement de comportement alimentaire aujourd'hui pour mieux manger, même si c'est pas forcément un message facile à faire passer dans ce grand territoire qui est le Sud-Ouest, qui est quand même un territoire où la viande est particulièrement appréciée, ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans les différents stands de cuisine qui étaient proposés ici sur le festival. Mais c'est vrai que la viande est un vrai sujet, mais c'est pas le seul. Voilà, je pense qu'il faut vraiment aller un peu dans tous les sens. Et encore une fois, ce type d'étude peut le montrer. Voilà. Lionel, sur la confiance qu'on peut aussi accorder aux acteurs de la bio aujourd'hui, sur les prix qui sont pratiqués, quelle réalité en fait sur la question des prix et des moyens et donc des différents budgets de chacun, et sur le travail dont tu parlais, d'essayer de sensibiliser tout le monde aux moyens de manger une alimentation saine, locale, de saison, à budget constant. C'est vrai qu'en fait, on touche à l'intime. Et en France, tout particulièrement, on touche vraiment à notre culture. Et donc, ce témoignage que tu viens de faire, nous, on le rencontre également. Et on s'aperçoit aussi, du coup, de la partie multidimensionnelle de ce problème, qui fait que nous, on est, par exemple, amenés à soutenir des centres sociaux qui créent, en fait, des groupements d'achat pour réduire le prix de leurs produits, et ensuite le revendre aux gens dans les zones HLM où ils travaillent, etc. Donc c'est vrai que c'est très complexe, ça ne va pas se faire tout de suite. Et voilà. Mais par contre, il faut aussi voir, donc là on vient de voir la chose au niveau du foyer, dans notre microéconomie, mais si on élargit ne serait-ce qu'au territoire, j'allais dire au village ou à la ville, il faut savoir quand même une chose, il y a maintenant pas mal d'études qui montrent ce qu'on appelle l'effet de multiplication locale. Je vous le fais en français, ça passe mieux en anglais, mais je préfère en français. L'effet de multiplication locale, c'est un levier qui a été démontré par une université londonienne qui montre qu'en fait, à chaque fois que vous dépensez 10 livres dans l'alimentation, si vous les dépensez au supermarché, les retombées locales sont de 3,6 livres. D'accord ? Donc, en termes de création d'emplois, activité économique, etc. Si vous dépensez ces 10 livres dans les commerces indépendants alentours, les retombées sont de 17,5 livres. Donc, c'est carrément énorme, quoi. Et une autre étude, et après j'arrête avec les chiffres, qui a été faite à Totnes par Rob Hopkins, donc pour ce concept de ville en transition. C'est-à-dire, en gros, le concept de la ville en transition, c'est simplement de se dire, bon, nos élites ont du mal visiblement à modifier le système. Si on attend qu'elles le fassent, on risque d'attendre longtemps. Est-ce qu'on ne va pas le faire nous-mêmes ? Et de se mettre en marche et d'essayer de s'alimenter localement, de se déplacer de manière plus écologique, de s'approvisionner d'une énergie locale aussi, bref, d'essayer de revitaliser notre territoire sans vivre sous cloche, mais pour essayer de préparer l'après-pétrole. Et donc, dans ce contexte, ils ont fait un petit rapport sur leur situation, donc la situation de Totnes, une ville de 8000 habitants où vit Rob Hopkins, celui qui est allé voir donc ses voisins pour leur proposer ce nouveau modèle de société. Et en fait, ils ont découvert une chose, c'est que sur leur bassin économique, il y avait environ 30 millions de livres qui étaient dépensés dans l'alimentation. Sur ces 30 millions de livres, 22 le sont dans les supermarchés
et seulement 8, donc ça c'était avant qu'ils créent Evian Transition, et seulement 8 donc dans les commerces locaux, etc. Et en gros, ce qu'il voulait montrer, c'est qu'en progressant, ne serait-ce que de 10%, ça injecte 2 millions de livres par an dans l'économie. Et en fait, c'est énorme. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que en allant vers une alimentation plus locale, on crée aussi des emplois et on crée une situation économique qui est plus prospère. Et du coup, c'est la situation d'ensemble qui est changée. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien qu'on réfléchisse tous ensemble à que peut faire chaque famille en fonction de son budget, etc. Mais il faut aussi voir les retombées macroéconomiques, si on peut dire, en tout cas à l'échelle d'un territoire, sur ces mêmes familles qui vont peut-être trouver un emploi grâce à ça, etc. Une réflexion macroéconomique, en effet, holistique. Je vois le temps passer. On va vous laisser la parole. Donc, on va passer des micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, sur cette question du bien manger, de bien se nourrir. J'imagine que vous devez sans doute avoir des choses à dire également ou des témoignages à apporter. Voilà. Qui aurait quelque chose à dire? Ah, il y a une question là-bas. Je ne sais pas si... Ah, merci, ça arrive. Juste là, à gauche, derrière toi. Non, voilà, hop, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous présenter. Bonjour. Vous avez fait plein de choses, dit plein de choses. Vous n'avez pas parlé de la base de tout. Vraiment la base de tout. On peut produire ce qu'on veut si on a le sol. Et bientôt, on ne l'aura plus. On a pérennisé une culture qui a infertilisé un maximum d'hectares de terre de par le monde, y compris en Europe. Donc on fait comment maintenant ? Alors, c'est une bonne question qu'on a un peu abordée en fait hier, parce que c'était sur la thématique production. Mais voilà, on peut revenir un petit peu dessus. Mais c'est la question d'infertilité des sols, de la perte de biodiversité dans les sols. Quand on sait qu'il y a 80% de la biodiversité, je crois, dans les 30 premiers centimètres du sol, en effet, c'est une vraie question. Et les pesticides récemment mis en avant, enfin décriés, dans Cache Investigation une dernière fois. Voilà. Moi, je ne crois pas être la plus légitime pour aborder ces questions-là, mais ce que je crois savoir quand même, c'est que je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Effectivement, on a nos sols, et dans le film de Jonathan Nossiter, il y a une scène dont on a parlé ce matin. Oui, alors pour la scène, ça vaut le coup d'en parler, parce que c'est une scène que moi j'avais déjà vue dans un film... avec Claude et Lydie Bourguignon, que certains connaissent peut-être déjà. Ça va énerver Jonathan qu'on en parle, parce que c'est... Non, ça va pas l'énerver, mais ça va renforcer ce qu'il disait, qu'en fait, on s'attache à cette scène assez symbolique. Mais on s'attache à cette scène, mais elle est tellement symbolique. Donc, d'un côté, il y a un champ cultivé en agriculture bio et l'autre en conventionnel. Et donc, le viticulteur plante sa pelle dans son champ cultivé en bio et montre comme quoi la terre est remplie d'humus, elle respire, elle est friable, elle est belle et elle sent le champignon. Et il prend un autre bout de la terre cultivée en conventionnel. Elle est très dure, compacte, elle ne respire pas et elle sent la lessive. Voilà, je vous le résume en 2 mots, mais voilà, je te laisse continuer. Donc voilà, encore une fois, moi je ne suis pas agricultrice, donc je ne suis pas une grande spécialiste de ces questions, mais je crois qu'il y a de l'espoir, c'est que des terres qui ont été mal cultivées peuvent être à nouveau bien cultivées. Il faut leur laisser un peu de temps. 3 ans minimum. Alors, je crois que pour avoir les labels, alors vraiment, je maîtrise pas du tout le sujet, donc il y a des temps, effectivement. Mais il y a quand même la terre peut entre guillemets renaître et se ressourcer et retrouver la fertilité qu'elle n'a plus. Donc voilà ma maigre réponse. Après, encore faudrait-il qu'elle soit disponible pour cet usage-là, quoi. Juste très rapidement pour effectivement confirmer que même des endroits qui ont été cultivés de manière très intensive peuvent retrouver une grande fertilité. Pour faire cette preuve-là, Vandana Shiva, qui est une écologiste indienne et qui a monté donc une ferme modèle et un réseau de banques de semences, elle a fait exprès en fait de choisir un territoire qui avait été cultivé, mais vraiment, enfin, dont le sol était très très pauvre, dont le sol a été lessivé par les pesticides, etc. Et donc petit à petit, pour lui rendre sa fertilité, donc ça a consisté à retenir un petit peu plus l'eau, à apporter de l'humus, à faire du compost, etc. Et du coup, c'est vrai que voilà, on a la preuve, il y a cette preuve-là, mais maintenant il y en a dans beaucoup de fermes modèles qu'on peut restaurer la biodiversité. C'est pas pour ça qu'il faut la détruire pour autant. Je veux
veux bien rajouter juste quelque chose. Je crois que, alors on n'a pas parlé de production directement parce qu'effectivement c'était pas le thème central. Par contre, on a beaucoup parlé de filière et je crois que, enfin voilà, on peut reparler de filière pour répondre à cette observation. Comme tu disais tout à l'heure, Lionel, les filières ont été pensées pour être longues, elles ont été conçues comme ça et sur le plan agricole aussi. Enfin, voilà, la restructuration du monde agricole tel qu'il existe aujourd'hui, enfin, voilà, il a été planifié, conceptualisé après-guerre. Il a grandi dans les années 50, 60, 70, il est monté en puissance et il a favorisé cette agriculture qui détruit les terres, effectivement. Mais je crois qu'en raisonnant par filière et en repensant la reconnexion des acteurs sur les territoires, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va aussi avec une amélioration du sol et la possibilité aussi pour des jeunes agriculteurs de s'installer, pour des jeunes agriculteurs qui ont envie de faire un travail respectueux des hommes et de l'environnement, de s'installer sur des terres saines. Mais je crois que ça va aussi avec l'amont, ça va avec la restauration, ça va avec la consommation, ça va avec la transformation, ça va avec le commerce. Enfin, voilà, tout ça fonctionne ensemble. Alors, je crois qu'il y a 3 autres questions. Je laisse Rachel s'en occuper. Qui a le micro? Allez-y. Bon, je vais me lancer puisque j'ai le micro. Donc, je m'appelle Romain, nouvellement, viticulteur reconverti de plein d'autres choses. Donc, moi, je suis très en accord avec tout ce qui se dit au niveau de la consommation, éthique, responsable, ce genre de choses. J'aimerais bien être dans la production du même acabit. Je sais que ça va être difficile, mais je vais y travailler. Ce qui me tracasse, c'est qu'on est tout le temps en train de dire que le consommateur a un poids, ce qui est vrai, qu'il faut qu'on ait une action citoyenne dans le choix de consommation, tout ça. On parle un petit peu des producteurs, mais ça relève carrément de l'héroïsme de changer le système. Moi, je cherche la volonté politique, en fait. J'essaie de comprendre vers qui on peut se tourner, qui relaie ces idées-là, qui a un programme politique qui parle de l'alimentation comme d'un vrai problème de santé publique. L'écologie, alors on s'est donné un petit vernis avec la COP21, mais on sait très bien que les politiques, et en particulier les politiques français, sont obsédés par les profits du CAC 40. Le PIB, pour eux, c'est l'étalon or de toute mesure politique. Donc, je veux dire, si on va par là, on n'y arrivera jamais. Les lobbies sont tous industriels, ils ne sont pas philosophes, ils sont pas écolo-citoyens. Bon, voilà. Donc, en fait, ma question, c'est ça. C'est que est-ce qu'on ne risque pas de ramer sur une mer d'huile à contre-courant tant qu'il n'y a pas un vrai changement finalement économique? Parce que j'ai l'impression que pour faire du bio et pour faire des choses responsables, on sait le faire techniquement, mais économiquement, on bute toujours sur un écueil, qu'on soit consommateur ou qu'on soit producteur. Voilà. Et s'il faut sacrifier sa vie sans arrêt pour essayer de changer le monde pour nos enfants, moi personnellement, j'ai pas d'enfants, j'aimerais bien que ma vie soit sympa en soi. Je ne vais pas travailler pour les générations futures. Je vais le faire parce que philosophiquement il faut le faire, mais j'ai pas d'intérêt au-delà de ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien savoir vers qui je me tourne pour relayer ce genre de voix. Voilà. Bonne question qu'on a un petit peu abordée hier. Pardon. Sur la question du politique, en effet, on aurait pu l'aborder plus longuement aussi. Je sais que Maxime a rencontré Stéphane Le Foll récemment, on lui a parlé de son projet. On parlait avec Marc Dufumier aussi de la question de la formation, de créer un lycée agricole, reprendre un lycée agricole, le passer sur d'autres modes d'enseignement des techniques de permaculture. Est-ce que vous, à votre niveau, il y a des politiques locaux aussi qui peuvent... Il n'y a pas que la politique... Oui, alors moi, je suis peut-être un peu pessimiste aussi sur cette question-là. Je trouve effectivement qu'on avancerait certainement beaucoup plus vite si on avait des résonances politiques beaucoup plus fortes. Donc là, je dis rien en disant ça. Bon, après, on peut peut-être y voir des espoirs. Voilà, Maxime a parlé hier de la présentation de ses projets au ministre de l'Agriculture. Il y a quand même des choses qui avancent. Bon, pour reprendre l'exemple du vin, alors vous allez me dire, et Jonathan va faire des bons aussi, parce que effectivement, la viticulture bio, elle a quand même évolué ces dernières années, puisqu'il y a encore très peu de temps, un vin bio n'était bio que dans la vigne, et la vinification pouvait être totalement n'importe quoi. Alors, ça l'est encore pas mal, parce qu'on a encore des autorisations d'intrants qui sont au regard de pas mal de vignerons que moi je soutiens, c'est que les vins que je consomme et que j'achetais au restaurant, qui sont encore intolérables. Mais enfin, c'est un exemple quand même. Il y a eu quand même du progrès, même si on peut juger qu'il est insuffisant. Je peux aussi prendre un exemple en termes de pêche durable.
Donc moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup concernée. Donc pour être dans une région, forcément, donc moi, je m'adressais, j'achetais pas mal de poissons pour mon restaurant, et ça a été un problème pour moi au début d'essayer de comprendre, de lire entre les lignes, entre l'intérêt du pêcheur, l'intérêt du marailleur, l'intérêt, la biodiversité, la durabilité. Donc ça, c'est pareil. Il y a des outils qui sont en train de, au-delà des initiatives non gouvernementales, il y a des choses. Donc je crois que là, je vais peut-être dire une bêtise. Le label, il y a un label MSC, voilà, qui donc voilà, est vraiment un label, donc qui vient d'une volonté politique et qui est quand même un label intéressant. Donc bon, c'est probablement trop lent, et c'est pour ça que moi, je suis vraiment une fervente partisane de l'action citoyenne, de l'action, de la micro-action, même si effectivement, si on avait un retour. Mais il y a peut-être des exemples. Travailler avec l'ADEME, c'est une forme de Ouais, travail. alors, moi, j'ai peut-être deux choses à dire. J'avais pas pensé à l'ADEME pour ce coup-là, mais deux choses, peut-être une négative pour commencer, puis une un peu plus positive par la suite. Alors, c'est sûr que, comme je expliquais tout à l'heure, j'ai travaillé pour les syndicats agricoles majoritaires quand j'étais plus jeune, et voilà, donc j'ai fait du lobbying pour eux, et donc j'ai travaillé auprès du ministère, j'ai travaillé auprès de la Commission européenne, j'ai travaillé auprès du Parlement, et le pouvoir d'influence est énorme. Enfin voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, le rôle de la FNSEA est extrêmement fort en France, et que sur le plan agricole, il pousse quand même dans un sens qui n'est pas forcément celui des partisans du bio et et d'une agriculture respectueuse des hommes et de l'environnement. Ceci dit, je crois que, alors bon, ça c'est une vision un peu macro, nationale, voire européenne. Après, sur le plan local, je pense qu'on peut quand même avoir aujourd'hui quelques espoirs. Enfin, alors c'est des exemples qui ont été très surtout un qui a été assez médiatisé. Il y a la ville d'Albi aujourd'hui, par exemple, qui s'est proclamée autosuffisante sur le plan alimentaire. Enfin voilà, qui est quand même un joli projet, et une belle action. Puisqu'on dépasse le projet, on est vraiment dans l'action. Il y a Rennes qui a décidé de partir dans cette direction assez récemment. Donc il y a quand même des territoires aujourd'hui qui, sur le plan, donc des territoires donc au niveau local, qui arrivent à apporter de belles choses et qui sont soutenus par les pouvoirs politiques locaux. Donc ça, je crois qu'aujourd'hui c'est une réalité. Donc voilà. Donc je dirais en fait que c'est qu'il faut avoir l'énergie aussi de défendre nos projets. De mettre encore une dose d'énergie, je regarde le monsieur qui intervenait là, remettre une dose d'énergie aussi pour continuer à convaincre les politiques et les responsables sur les territoires, pour qu'ils mettent de l'argent, pour qu'ils financent les projets, et pour que on tende vers de plus en plus de territoires où qui se disent autosuffisants ou qui portent de beaux projets, voilà. Mais je pense quand même qu'on peut avoir aujourd'hui, j'ai cité que deux exemples, mais il y a quand même pas mal de territoires en France où il y a des choses assez sympas qui se passent sur le plan alimentaire et agricole. Et ne pas lâcher. Enfin, moi, je vois à un autre niveau, là, en Aquitaine, il y a eu, donc, je parlais tout à l'heure du cache investigation, l'enquête de Martin Boudot et Élise Lucet sur l'usage des pesticides, où on pointait quand même du doigt la Gironde, et peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais j'ai revu Martin Boudot depuis, qui m'a dit qu'il a eu de nombreux témoignages, et ça a quand même fait bouger les lignes en Aquitaine. Il y a eu depuis un festival à Saint-Émilion, on a essayé de lancer une concertation avec différents acteurs. Pour la première fois, le CIVB a appelé l'Interbio. Il y a eu un début de plan lancé par la région Aquitaine, qui n'est pas encore très satisfaisant, mais le fait que des citoyens s'organisent en collectif pour dénoncer des problèmes sanitaires, que ce soit relayé par des médias, permettent aussi à terme, petit à petit, de faire bouger les lignes. On n'en est qu'au début, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher non plus, et que c'est aussi une forme d'action politique, même s'il y a un dégoût de la politique ou du politique, les gens quand même aiment faire de la politique. Juste une note optimiste pour répondre à la question, c'est on a ces dernières années, et peut-être même aussi ces derniers mois, on a quand même une accélération incroyable de la prise de conscience autour de ces problèmes-là. On n'en a jamais autant parlé, il ne s'est jamais passé autant de choses, et je pense que ça vaut le coup, surtout, quand je vous écoute, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, je pense qu'on en est tous là, c'est dur, mais c'est pas le moment de lâcher. Il faut continuer, parce qu'il y a une forme de saut quantique. C'est-à-dire qu'au début, on est 1%, 2%, 3%, 4%. On passe pour des illuminés, etc., parce que tout le reste pense le contraire. Et puis, il y a un moment donné où il y a un effet de seuil, un effet de masse, qui fait que, on est obligé d'en tenir compte. Et je pense qu'on est en train d'atteindre cet effet de seuil. Ça se voit, ça se sent. Et voilà, c'est une question d'année. Je pense qu'il ne faut pas lâcher.
Alors, prochaine question. Vous êtes là-bas, c'est ça? Ah non, pardon. Il y en a une là et je pense qu'on viendra vous voir après. Merci. Denis Soldaini, je suis architecte urbaniste à Marseille. Alors d'abord, je suis surpris parce que je ne suis pas habitué à avoir la même France que ce que je vois là, parce que j'habite une ville depuis 61 ans où on a beaucoup plus de mélange culturel à tous les niveaux. Donc on a l'habitude, on est confronté à des problèmes qui sont très importants. On fait la publicité et la une souvent d'un monde politique qui est particulier. Mais par contre, il faut avoir de l'espoir. Ce qui est important, pour répondre un petit peu à ce que disait le précédent intervenant, il y a 2 jours, à mon cabinet, un de mes collaborateurs me dit « Tenez, je viens de lire dans une revue professionnelle un nouvel arrêté qui vient de sortir et qui nous permet, à l'intérieur des projets d'urbanisme, si on est associé avec un organisme public, constructeur de logements ou autre, de tenter des expériences en dehors des règles habituelles qui nous contraignent à faire l'architecture que l'on fait, qui est bonne ou mauvaise, mais elle est là parce qu'on est comme tout le monde. Et là, comme ça fait personnellement 15 ans que j'investis avec mon propre argent et mon propre temps, comme vous faites vous, souvent dans la tribune, je me suis dit, ben voilà, Caramel Mou, il ne fait pas la publicité de tout, mais là, il nous a filé de quoi pouvoir avancer. S'avancer comment? J'ai une chance extraordinaire, c'est d'habiter donc cette région marseillaise où on est en train de créer une métropole qui fait à peu près 40 km par 40 km. Ce n'est pas tout à fait un carré, mais ça vous donne la dimension. Le cœur de Marseille, le nombre de pauvres qu'il y a dans Marseille intramuros est de 400 000 habitants, donc c'est supérieur à la population de votre département qui en a, je viens de le regarder sur le net, 333 000 et des poussières. Et pour faire quoi? Eh bien, pour retrouver le sol. Parce que où est la terre nécessaire pour pouvoir cultiver? Sous nos pieds. Alors on a tenté une expérience qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre, mais maintenant avec ce petit décret qui est passé, on va pouvoir le mettre en œuvre. C'est-à-dire que lorsqu'on nous donne un terrain, par exemple, on dit voilà, il y a un terrain qui fait 1 hectare et on va loger 200, 300, en général c'est 200, 300 logements parce qu'on arrive à atteindre un équilibre qui permet de satisfaire beaucoup de conditions. L'idée que j'ai développée et que je continue à développer, c'est plutôt que d'avoir un sol qui ne sert à rien si ce n'est à dépenser des sous pour l'entretenir uniquement pour le plaisir des yeux, avec ce qu'on appelle des parcs, on fait des espaces collectifs qui servent à rien du tout. Il faut dire que nous sommes dans la ville, là, hein, mais une ville où il y a beaucoup d'espace. Eh bien, on s'est dit, mais j'ai appelé un ami paysan qui est à la retraite, j'ai dit, tu peux m'expliquer comment ça marche ton histoire, là? Qu'est-ce qu'on peut faire si je donne sur un terrain d'1 hectare, je prends 2000 m² pour mettre mes logements que je vais développer en hauteur. Est-ce que je peux vous demander d'accélérer un petit peu? Oui. Merci. Alors, il s'est avéré qu'on peut arriver sur un terrain immobilier, et c'est ce qu'on va essayer de faire sur cette première expérience, avoir là un circuit très très court parce qu'il va servir le quartier, et on peut même nourrir un couple qui va s'occuper de ça. Voilà, je voulais simplement apporter ce témoignage. Oui, ça pose la question de l'urbanisme et de la ville productive. Ça veut dire que le problème de la nourriture, il ne peut pas être traité en filière, même le problème du bâtiment. Si nous conservons la notion de filière, on conserve le système capitaliste qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la citoyenneté horizontale qu'il y a dans le monde entier. Donc il faut abandonner la notion de filière. Il faut recréer d'autres relations entre les gens. Ça, je pense que ce sont des thématiques qui sont assez abordées par Rob Hopkins dans la question des villes. Oui, tout à fait. Voilà. Hopkins raisonne comme ça. D'accord. Merci pour votre remarque. On va prendre une autre question qui est là-bas, Silou, et je crois qu'il y en a une devant aussi. Voilà. Merci les filles. Oui, bonjour, Véronique Duval, je viens de Charente-Maritime, la même région depuis peu. Je suis venue ici pour notamment cette thématique parce que ça fait plusieurs mois que je passe beaucoup de temps avec des agriculteurs bio de mon département, même autour du canton, on va dire. En fait, je prépare un livre sur leur parcours et la transmission, comment les transmissions se font et les liens, comment ils arrivent à créer un écosystème dans une région qui est dominée par l'agriculture industrielle. La Charente-Maritime, dans le nord, c'est une petite Beauce. Et je voulais apporter un témoignage en fait sur cette question de filière, justement, parce que tous, qu'ils soient, ce sont des paysans boulangers, ce sont des céréaliers qui sont devenus paysans boulangers, certains sont équipés d'un moulin, ce sont des maraîchers, voilà. Et soit ils vendent en direct leur production à la ferme,
soit ils ont aussi intervenu dans la structuration d'une coopérative d'agriculture biologique en 100% bio, qui en fait a travaillé sur les relations jusqu'à Biocoop et sur des questions d'éthique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dans leur maître mot depuis 10 ans, c'était les relations équitables nord-nord. Voilà. Donc, juste pour témoigner de ça. Et sinon, une petite remarque, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, on entend beaucoup agriculture conventionnelle, eux le disent aussi. Et une jeune paysanne boulangère m'a dit, mais moi j'en ai marre qu'on parle d'agriculture biologique ou conventionnelle. Il faudrait dire les choses. Il y a l'agriculture chimique et nous, c'est la vraie agriculture. Voilà. C'est quelque chose qu'on a dit hier aussi. Oui. Ouais. Maxime l'exprimait exactement comme vous hier. On va prendre une dernière petite question avant de... Ah. Il y en avait une toute petite ici. Alors, 2 petites questions, on les prend ensemble et après je vais être obligée de clôturer cet échange. Surtout qu'après, il y a de petites choses qui arrivent. Oui, Monsieur. Je suis Antoine Marot, je suis jardinier paysagiste sur l'Université de Bordeaux. Et je voulais savoir ce que vous pensiez des groupements de producteurs qui se montent petit à petit. Il y en a un ici à Sainte-Bazeille, pas très loin. Est-ce que pour vous, c'est une efficacité? Ils ne sont pas en bio, mais je trouve que ça participe au circuit court. Ok, groupement de producteurs. Et dernière petite question par ici, je crois. Bonjour, enfin rebonjour du coup, pour ceux qui étaient là. Je ne me suis pas présentée tout à l'heure, je m'appelle Chloé, je suis de Toulouse. Moi, ce n'était pas vraiment une question, c'était une réaction un petit peu à toutes les interventions. Par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, merci d'ailleurs, c'était très riche. C'était retenir un peu trois mots. La question du cheminement, on en a beaucoup parlé. Vous abordiez la question des rencontres, le fait que on ne va pas arriver à bien se nourrir, à manger bio, à manger local du jour au lendemain. Le fait que ça soit vraiment des rencontres qui se font, c'est des prises de conscience. Ça, je trouvais ça très intéressant de le mettre en avant et de dire aussi qu'on peut passer par des expériences qui vont nous sensibiliser à ça. Je pensais à votre témoignage, Marie Kerouédan, pardon. Et je pensais notamment à une expérience. Je suis dans une AMAP. Et le producteur qui nous fournit les légumes, donc Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est entièrement bénévole. Ce producteur, avant de se lancer en bio, était commercial et vendait des produits phytosanitaires. Voilà, donc ça m'a fait écho avec votre témoignage pour dire que les personnes qui sont peut-être sur ce chemin-là n'ont pas toujours été irréprochables et qu'eux aussi ont pu regretter certaines choses avant ou passer par autre chose avant d'en arriver là. J'essaye d'aller vite, je vois que le temps presse. Il y avait juste un autre mot, c'est la question aussi de la transmission. Vous avez fait pas mal allusion à ça sans le dire, c'est la question de l'éducation populaire, de l'éducation informelle, de pouvoir transmettre à l'école, mais aussi en dehors. Qu'est-ce qui se passe dans la famille, avec les amis, dans tous ces espaces de rencontres informelles où on peut transmettre cette question du goût, de la consommation notamment. Et juste pour répondre aussi à monsieur... viticulteur aussi, quand vous parliez de la question de comment on passe à l'action. Pour moi, c'est déjà le cas quand on dit qu'on va boycotter tel produit ou qu'on ne va pas le consommer. Enfin, comme disait Coluche, c'est de dire c'est bête de se dire que si on arrêtait d'acheter de la merde, il y en aurait plus ou en tout cas moins. Et que pour moi, c'est déjà politique ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas aussi, et que manger, consommer, ça peut être aussi un acte politique. Et nous aussi, on fait de la politique en consommant d'une certaine façon. Merci beaucoup. Alors, petite remarque pour répondre peut-être au monsieur tout à l'heure et petite conclusion, mot de conclusion. Sur les groupements de producteurs, je pense que, je suis assez partagée en fait sur les groupements de producteurs. On ne va pas reprocher aux producteurs agricoles de s'organiser, parce que tous les producteurs, beaucoup de producteurs cherchent à s'organiser pour s'en sortir mieux,
pour accéder aux consommateurs différemment, pour dégager des marges plus importantes. Et voilà, on va pas leur reprocher ça. Après, voilà, les groupements de producteurs, ça peut être du local, c'est souvent du local, c'est même quasi tout le temps du local. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas pour ça que c'est nécessairement bon. En revanche, c'est une invitation à aller les rencontrer qui est plus forte que celle d'un supermarché du coin. Et ça, je pense que c'est important. Parce que, au moins, quand on se tourne vers un magasin de producteurs, un groupement de producteurs, on les rencontre parce que souvent ils tournent. Donc souvent il y a un producteur qui fait une journée. Enfin, ça dépend un peu des modèles d'organisation, mais parfois en tout cas ça fonctionne comme ça. Donc ils tournent. Il y en a un qui fait une journée, un autre qui fait une autre journée, etc., parce qu'ils ont aussi tout le boulot sur leur exploitation. Et que du coup on peut aller voir ce qu'ils font chez eux. On peut aller vérifier si on veut vérifier quelque chose. On peut essayer de faire plus confiance par ce biais-là. Et puis de découvrir aussi les modèles de production. Il y a beaucoup de producteurs qui vendent comme ça et qui disent faire du raisonné, par exemple. Raisonné, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Du coup, allez les voir, quoi. Je pense que voilà, c'est vraiment une des invitations qui est transmise par le biais de ces groupements de producteurs. Merci Marie. Un petit mot de conclusion sur le comment bien se nourrir. Je conclus aussi en complétant ce que tu viens de dire, Marie. Je suis assez d'accord. Je pense que le système de la MAP, c'est un bon système, mais qui est peut-être transitoire. Avant qu'il y ait les supermarchés, il y avait des petits commerces. Et le commerce, c'est pas un mal. C'est même très pratique parce que ça permet aussi de faire ses courses facilement quand on passe dans son village, dans son quartier. Et c'est plus facile d'aller faire ses courses dans un petit commerce que dans une AMAP. Et je pense qu'aujourd'hui, où on veut un changement d'échelle aussi pour arriver peut-être à prendre le dessus à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de passer par ces petits commerces qui sont très très utiles. Les AMAP sont aussi très utiles et je suis vraiment un grand partisan des AMAP. Il n'y a pas des regroupements de producteurs, etc. Mais les petits commerces, je pense que c'est un chaînon manquant qui peut être très utile. Merci. Merci Lionel. Caroline, on vous retrouve tout à l'heure à 18h autour d'un atelier cuisine qui aura lieu sur la terrasse des Gens de Garonne, un petit peu plus loin dans le village. Vous aurez l'occasion d'échanger plus longuement avec Caroline qui échangera avec vous sur des astuces pour cuisiner autrement, changer peut-être ses habitudes alimentaires. Merci à tous les trois d'avoir passé cet échange avec nous. Vous pouvez les applaudir. Et merci à vous d'avoir autant participé.